Une seule décision a suffi à redistribuer en profondeur les équilibres de la scène internationale. Au début de l'année 2025, l'Indonésie, véritable locomotive économique de l'Asie du Sud-Est, a franchi un pas sans précédent. Le pays est officiellement devenu le 10e membre à part entière du bloc des BRICS. Si cet acronyme peut paraître anodin au premier abord, il n'en est rien. Il s'agit là de l'événement géopolitique le plus déterminant de l'année. Cette adhésion n'a rien d'un geste administratif ou symbolique. Elle constitue une manœuvre réfléchie aux conséquences profondes et durables. Pour bien comprendre l'ampleur de ce choix, il faut replacer les faits dans leur contexte. Depuis plus de 10 ans, les États-Unis avaient élaboré une stratégie spécifique pour l'Asie, au cœur de laquelle l'Indonésie occupait une place centrale. En un seul acte, Jakarta ne s'est pas simplement écartée de ce schéma américain. Elle a opéré un revirement complet en rejoignant un bloc économique largement influencé par le principal rival stratégique de Washington, la Chine. C'est précisément à cet instant que l'équilibre mondial a vacillé. Ce retournement marque la fin d'une ère durant laquelle les États-Unis imposaient la direction à suivre et où leurs partenaires s'alignaient sans réelle contestation. L'inquiétude qui s'empare aujourd'hui de Washington ne provient pas d'une réunion diplomatique ordinaire, mais de la prise de conscience brutale qu'un pilier fondamental de leur politique asiatique vient de se fissurer. Quel était donc ce grand projet américain aujourd'hui réduit à néant ? Pendant des années, il a porté un nom précis, le friendshoring. Le principe était à la fois simple et ambitieux. Constatant une dépendance excessive vis-à-vis de la Chine, que ce soit pour l'électronique, l'industrie automobile ou les biens manufacturés, les États-Unis ont décidé de réorienter leur stratégie. Plutôt que de rapatrier massivement la production sur leur territoire, ils ont opté pour une solution alternative. L'objectif était de convaincre des pays voisins, en forte croissance et considérés comme politiquement fiables, notamment l'Indonésie et le Vietnam, de devenir les nouveaux centres de production mondiaux. Washington promettait des investissements massifs, des accords commerciaux avantageux et une modernisation accélérée des infrastructures. En contrepartie, ces nations devaient rester étroitement arrimées au dollar et aux systèmes financiers occidentaux afin de bâtir une chaîne d'approvisionnement technologique contournant totalement la Chine. Ce plan directeur visait clairement à exclure Pékin du futur du commerce mondial, et les États-Unis ont mobilisé des ressources considérables pour tenter de l'imposer. Des années d'efforts et des milliards de dollars ont été investis dans cette vision, avec la conviction que la nécessité économique et l'attrait des capitaux américains suffiraient à faire de l'Indonésie un partenaire parfaitement aligné. Mais les stratèges américains ont commis une erreur d'analyse majeure. Ils ont présumé que ces pays cherchaient simplement un nouveau centre de gravité pour remplacer l'ancien. Or, comme les événements l'ont démontré, Jakarta poursuivait une stratégie bien différente. L'Indonésie n'aspirait pas à changer de tuteur, mais à redéfinir entièrement sa position dans l'ordre mondial. Pourquoi l'Indonésie a-t-elle fait ce choix ? Si les États-Unis proposaient un accès privilégié, des investissements massifs et des transferts technologiques, pourquoi se tourner vers les BRICS ? La réponse ne tient pas dans une logique de camp à choisir, mais dans une vision stratégique bien plus subtile et orientée vers le long terme. Jakarta a évalué la situation avec lucidité et identifié une alternative claire. D'un côté, l'offre américaine, séduisante en apparence, s'accompagnait de contraintes lourdes. Elle impliquait d'ancrer durablement l'avenir économique du pays aux institutions financières occidentales et aux variations parfois imprévisibles du dollar. Elle plaçait également l'Indonésie dans le rôle de pièce maîtresse de la stratégie américaine visant à contenir l'influence de son immense voisin chinois. Une position rentable à court terme, mais risquée pour la souveraineté à long terme. De l'autre côté se trouvait le bloc des BRICS. Cette alliance, regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, proposait une approche fondamentalement différente. Il ne s'agissait pas simplement d'échanges commerciaux classiques, mais d'un partenariat fondé sur une relation d'égalité. Pour l'Indonésie, c'était l'opportunité de participer à l'élaboration des règles du jeu plutôt que de se contenter de les appliquer. Pour la 4e nation la plus peuplée de la planète et une puissance économique émergente, cette perspective était difficile à ignorer. Le cœur de cette décision repose sur une notion clé, la souveraineté. Le message envoyé est sans ambiguïté, l'Indonésie refuse d'être un simple maillon interchangeable d'une chaîne de production mondiale.
Elle revendique son statut d'acteur central. Bien sûr, le pays a accepté les capitaux américains pour développer ses infrastructures et moderniser certains secteurs clés. Mais lorsque le moment est venu de déterminer son avenir financier et ses alliances géopolitiques, Jakarta a opté pour la voie offrant le plus d'autonomie et de capacité d'influence. Cette décision n'a rien d'idéologique. Elle est le fruit d'un calcul froid, rationnel et parfaitement aligné avec l'intérêt national. C'est à partir de là que l'histoire quitte le terrain du symbole politique pour entrer dans celui de l'économie réelle. Adhérer à un bloc est une chose, mais ce sont les mesures concrètes qui révèlent l'engagement véritable. Et l'Indonésie n'a pas perdu de temps. Peu après cette réunion des BRICS, le gouverneur de la Banque d'Indonésie a annoncé une initiative majeure, la mise en place officielle d'un système d'échange en monnaie locale avec la Chine. Ici, il ne s'agit plus de concepts théoriques, mais d'un mécanisme financier pleinement fonctionnel. Désormais, une entreprise indonésienne achetant des équipements chinois ou une société chinoise important de l'huile de palme indonésienne peut régler ses transactions directement en yuan ou en roupies. La conversion préalable en dollars américains devient inutile. Ce dispositif n'a rien d'une expérimentation limitée. Il traite déjà l'équivalent d'1 milliard de dollars de transactions chaque mois. 1 milliard. La demande progresse à un rythme si rapide que les autorités financières peinent à adapter les infrastructures pour suivre cette accélération. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce changement est bien réel et se déploie à une vitesse impressionnante. Concrètement, le dollar vient d'être écarté d'un axe commercial majeur reliant deux puissances économiques de premier plan. Mais comment ce mécanisme fonctionne-t-il dans la pratique ? Pour comprendre ce que signifie réellement abandonner le dollar, prenons un exemple simple. Imaginez un industriel basé à Jakarta qui doit se procurer des composants spécialisés à Shanghai. Pendant des années, le processus était immuable. La banque indonésienne convertissait les roupies en dollars sur les marchés internationaux. Ces dollars étaient ensuite transférés via le système bancaire mondial vers la Chine, où la banque du fournisseur les convertissait enfin en yuan. 2 conversions successives, des frais à chaque étape et une exposition permanente aux variations du billet vert. Avec le nouveau système d'échange en devises locales, cette mécanique lourde disparaît. L'acheteur et le fournisseur fixent directement un prix en yuan ou en roupies. Le paiement est transféré du compte indonésien vers le compte chinois dans la monnaie convenue. Une seule opération, des coûts réduits et aucune dépendance aux fluctuations du dollar. Le processus devient plus rapide, plus fluide et nettement moins coûteux. L'intermédiaire a été éliminé et dans ce cas précis, cet intermédiaire n'était autre que l'ensemble du système financier international centré sur le dollar américain. Il s'agit d'une transformation concrète, ancrée dans le quotidien des entreprises, qui leur permet de préserver leurs marges et de sécuriser leurs échanges. Mais pour Washington, la véritable inquiétude ne résidait pas uniquement dans la perte de l'Indonésie. Le véritable choc est venu de la réaction en chaîne qui s'est déclenchée immédiatement après. En géopolitique, la crédibilité est une arme essentielle, et la décision de Jakarta a sérieusement entamé la confiance accordée à la stratégie américaine. Si la première économie d'Asie du Sud-Est, pilier central du friendshoring, quittait le navire, pourquoi les autres pays resteraient-ils à bord ? La dynamique s'est propagée à une vitesse fulgurante. Presque immédiatement, le Vietnam, autre élément clé du dispositif américain destiné à réduire la dépendance à la Chine, a dévoyé ses intentions. Malgré des pressions diplomatiques intenses exercées par Washington, Hanoï a officiellement accepté de devenir pays partenaire des BRICS. La Thaïlande a rapidement suivi, puis la Malaisie. En quelques mois à peine, les États-Unis n'ont pas seulement perdu un allié stratégique, mais ont vu 4 nations majeures, les fondations même de leur architecture logistique en Asie, s'orienter clairement vers l'orbite des BRICS. Il ne s'agissait plus d'initiatives isolées, mais d'un basculement régional cohérent, fondé sur un consensus tacite mais évident. L'avenir de la croissance économique en Asie du Sud-Est se dessine désormais autour de ce nouveau bloc. La tentative américaine de contenir la Chine par un réseau d'alliances alternatives n'a pas simplement échoué, elle s'est retournée contre ses concepteurs, rapprochant les voisins de Pékin d'un partenariat économique plus structuré et plus étroit que jamais auparavant. Comment cette situation est-elle vécue dans les cercles du pouvoir à Washington ? On parle souvent de panique, mais ce terme recouvre une réalité plus froide et plus profonde. Il ne s'agit pas de ressentiment envers l'Indonésie, mais d'une prise de conscience brutale.
L'un des postulats fondamentaux de la politique étrangère américaine des 2 dernières décennies vient d'être invalidé. Cette hypothèse reposait sur une idée simple. L'intégration économique au système occidental constitue la récompense ultime. Offrir à un pays l'accès aux marchés américains, aux dollars et aux technologies de pointe devait naturellement l'amener à s'aligner sur les priorités politiques de Washington. L'Indonésie a accepté ces avantages, investissements, accords commerciaux, transferts technologiques, puis a exercé son droit souverain en choisissant ce qu'elle considérait comme une trajectoire plus indépendante et plus avantageuse. Ce choix a mis en lumière la fragilité structurelle du friendshoring. Les États-Unis ont investi des sommes colossales et un capital politique considérable pour tenter de remodeler les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ils ont présenté leur approche comme la seule option rationnelle. Aujourd'hui, les pays même sur lesquels reposait ce projet répondent clairement « Merci, mais nous disposons désormais d'une alternative ». La nervosité à Washington se traduit par une urgence palpable. Réunions de crise, réécriture précipitée de documents stratégiques devenus obsolètes et surtout une interrogation fondamentale. Si l'incitation économique ne suffit plus à maintenir l'alignement des partenaires asiatiques, quel levier reste-t-il réellement ? C'est ici que l'analyse prend une dimension particulièrement révélatrice. L'Asie du Sud-Est ne cherche pas à substituer une tutelle américaine par une domination chinoise. Cette lecture binaire, héritée de la guerre froide, ne correspond plus à la réalité actuelle. Ces pays adoptent une stratégie bien plus sophistiquée, le multi-alignement. L'Indonésie, le Vietnam ou encore la Thaïlande ne s'engagent de manière exclusive avec aucune puissance. Ils diversifient leurs partenariats. Ils acceptent les investissements américains pour la défense et les infrastructures, concluent des accords commerciaux avec la Chine et intègrent de nouveaux mécanismes financiers tout en accueillant les technologies japonaises et les partenariats européens. Ils sélectionnent ce que chaque acteur a de plus avantageux à offrir, tout en refusant catégoriquement de s'enfermer dans une alliance unique. Leur objectif est clair, préserver une souveraineté maximale. En impliquant toutes les grandes puissances dans leur réussite, ces nations deviennent indispensables à chacune d'elles. Elles se transforment en nœuds stratégiques indispensables, dotés d'un pouvoir de négociation considérable. Ainsi, elles contraignent les États-Unis, la Chine et l'Europe à rivaliser par des propositions attractives plutôt que par la contrainte ou la pression. Ce n'est pas un acte de défiance, mais l'expression d'une intelligence diplomatique et économique assumée. Avec l'Indonésie désormais intégrée et de nombreux autres pays candidats à l'adhésion, il devient nécessaire de revoir notre perception des BRICS. Ce bloc ne peut plus être considéré comme un simple forum de discussion ou comme une alliance uniquement définie par son opposition aux États-Unis. Il évolue vers quelque chose de bien plus structurant, un cercle de puissance appelé à façonner l'avenir. On peut y voir l'émergence d'un univers de pouvoir parallèle. Pendant des décennies, les règles du trade, de la finance et de la diplomatie étaient définies à Washington, à Bruxelles ou lors des sommets du G7. Ceux qui n'étaient pas présents à cette table devaient se conformer à des décisions prises ailleurs. Les BRICS, renforcés par des membres comme l'Indonésie, l'Égypte ou les Émirats arabes unis, bâtissent désormais leur propre cadre. Ils développent leur propre banque de financement pour soutenir les grands projets, mettent en place des systèmes de paiement alternatifs pour faciliter les échanges et définissent une ligne politique indépendante sur la scène internationale. Pour un pays comme l'Indonésie, l'attrait est évident. Il ne s'agit pas de s'opposer à un système existant, mais de participer à un modèle où sa voix compte réellement. L'Indonésie ne siège pas aux côtés de la Chine, de l'Inde ou du Brésil comme un partenaire secondaire, mais comme l'un des architectes d'un nouvel équilibre mondial. C'est une question de reconnaissance et d'influence. Cette plateforme offre enfin aux économies émergentes du XXIe siècle, ce que l'on appelle le Sud global, la capacité de définir leur propre agenda. Cela nous amène à l'enjeu fondamental. Que signifie cette transformation pour chacun de nous, pour les États et pour l'économie mondiale ? Nous franchissons un seuil historique. L'ère de l'après-guerre froide, marquée par 30 décennies de domination incontestée d'une seule superpuissance, appartient désormais au passé. Nous entrons dans une phase nouvelle, fragmentée et imprévisible. Pour les entreprises, cela implique d'évoluer entre deux systèmes concurrents, un structuré autour du dollar et des alliances occidentales, l'autre fondé sur les monnaies locales et les partenariats des BRICS. Pour les États, le multi-alignement devient la norme, à la fois exigeante et libératrice. Pour les citoyens, cela signifie que les facteurs influençant les prix, l'emploi et les flux financiers dépendent désormais de plusieurs centres de pouvoir et non plus d'un seul.
Les certitudes d'hier se sont dissipées. L'ancienne carte du monde n'est plus valable. L'histoire du choix indonésien et du système financier d'1 milliard de dollars qui en est découlé ne marque pas une conclusion, mais un signal puissant. La décennie à venir sera façonnée par cette grande fragmentation. La seule question qui subsiste est désormais la suivante: qui effectuera le prochain mouvement et où seront dessinées les nouvelles frontières du pouvoir mondial? Merci sincèrement pour votre attention et votre fidélité. Votre soutien est essentiel et c'est grâce à vous que ce type de contenu peut continuer à exister. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo et rejoignez la communauté. On se retrouve très bientôt pour d'autres analyses de ce genre, toujours pour mieux comprendre les grands bouleversements du monde.